d'amour. Il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre, les soldats seront badous, mais nous serons morts, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère, nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques vernis de la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image, comme nous disons toujours. Eh bien, soyez les bienvenus. Vous allez nous permettre d'entrer chez vous. Comment allez-vous chez vous? Est-ce que vous êtes bien? Eh bien, comme tous les dimanches, nous recevons les invités, mais vous savez que c'est le temps des élections dans la province de Québec, un peu partout. Alors, nous recevons les candidats. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Éric Allen Julien. Alors, comment ça va, M. Allen? Ça va bien. Parce que là, c'est le temps des élections, évidemment. Je viens de le dire. C'est de savoir exactement comment ça bouge de votre côté. Eh bien, moi, j'aime bien ce que je suis en train de vivre présentement sur le terrain. Je vais faire mon porte-à-porte, je vais voir les commerçants, je vais voir les organismes communautaires, je vais voir la jeunesse. Et puis, j'ai une réponse plutôt positive. Je vous dis plutôt positive parce que c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. C'est un choix démocratique. Et l'offre qu'on est en train de mettre sur la table, elle plaît à énormément de gens. Et j'ai vraiment apprécié échanger, faire évoluer aussi ma réflexion et partager avec les citoyens. Nous allons revenir sur ce volet-là, mais nous allons commencer à faire découvrir qui vous êtes, par exemple. Monsieur Allen, je vous vois, si vous me mettez à l'aise à tutoyer, je vais le faire, évidemment. Faisons-le, faisons-le. Et si vous parlez créole aussi, c'est bienvenu, on va parler un petit peu créole. Si vous parlez créole. Je comprends, mais j'aime pas dire que je parle le créole. Je comprends bien ce que les gens disent, mais malheureusement, je me sens pas assez à l'aise pour parler en créole. Eh bien, ça nous convient quand même. Au moins, les téléspectateurs le savent que, bon, vous comprenez le créole, mais vous ne le parlez pas. Alors, en fait, vous êtes né à quel endroit exactement? Bien, je suis un Montréalais depuis toujours. Je suis né à l'hôpital Santa Cabrini. Et puis, ma famille est venue s'installer dans le quartier très, très jeune. En fait, dès que mon frère est né, on a cherché à avoir un petit peu plus grand. On est arrivé sur la rue Pineuf, à la hauteur de Jean Rivard. Et puis, je suis allé à l'école Saint-Noël-Chabanel, après ça à l'école Bienville. Plus tard, je suis allé à l'école secondaire Calixa-la-Vallée. Et puis, j'ai toujours été très impliqué dans le quartier Saint-Michel. Hélène me semble un nom un peu anglais, donc je ne sais pas de quelle famille ça, Hélène. Est-ce que ce sont des anglophones ou des Haïtiens particulièrement? Parce que je pense qu'il y a des Haïtiens qui sont des Hélène. Le nom de famille Allen est quand même bien connu, bien populaire.
autant dans la communauté anglophone que dans la communauté créole, effectivement. Ce nom-là me vient de mon père. Qui s'appelait Eric Allen Senior. Ouais. Il est de quelle origine? C'était un Canadien. Un Canadien. Il est décédé en 2023, mais de son vivant, là, il était très fier de ce nom-là. Il me parlait beaucoup de l'héritage. Et puis, mon grand-père a été une des personnes qui a travaillé sur construire la traque de chemin de fer pour aller de l'autre côté du Canada. Alors, un homme qui a beaucoup voyagé et qui a contribué à rendre le Canada un pays d'une côte à l'autre. D'une côte à l'autre. Donc, de votre côté, sorti de cette famille-là, je voudrais savoir, par exemple, si vous étiez... si vous avez voyagé pour aller ailleurs, comme par exemple dans les autres provinces, ou bien si c'est spécifiquement à Québec que vous êtes resté? Eh bien, j'ai beaucoup aimé voyager dans ma jeunesse. J'ai eu la chance d'aller faire le tour du Canada avec mon père, justement. Ça faisait partie de son désir là, de découvrir le monde. Donc, j'ai fait en voiture d'une côte à l'autre. Et puis, j'ai pu voir les routes du Canada. Du Canada. Et puis, parce que le Canada est vaste et grand. Hein. Quand on parle, est-ce que vous connaissez les maritimes? J'ai fait tout le Canada dans ce voyage-là. L'Ouest, l'Est, les maritimes, et puis, etc. Quand j'étais jeune, ma première personne avec qui j'ai été, elle était de la Gaspésie. Donc, on a fait aussi l'autre côté, aller à Tadoussac, Gaspésie. Il me manquerait peut-être le Labrador là, pour aller bien compléter ma compréhension de tout le Canada. De tout le Canada, un endroit où il fait froid, il faut le dire. Mais j'aime croire que je suis encore jeune et qu'il me reste encore du temps pour découvrir encore les provinces que je n'ai pas eu le temps d'explorer. À quel endroit que vous avez effectué les études, par exemple, je parle des primaires, secondaires et cégep université. Donc, je vous ai dit, j'étais dans le quartier Saint-Michel pour le primaire, dans le quartier Montréal-Nord pour le secondaire. J'ai fait un passage au cégep, au cégep Onsic. Et puis, j'ai immédiatement commencé à travailler dans le monde du communautaire, plus précisément au Paris Saint-Michel. À l'époque, il y avait un programme qui s'appelait le programme Éco-quartier et qui aidait des jeunes qui voulaient changer les choses. Donc, j'ai fait partie de ce programme-là. On a créé une espèce de petite entreprise qui faisait des nettoyages dans les ruelles qui s'appelle Éco-regard. Et c'est là que j'ai eu, j'aime bien dire, là, que je me suis fait mes dents sur qu'est-ce que le monde communautaire, comment que la relation avec le citoyen se passe, comment qu'on peut expliquer des changements d'attitude, des changements de comportement qui sont bénéfiques pour notre prochain. Et de là, parce que c'est un milieu beaucoup plus multiethnique quand on parle de Saint-Michel, de Montréal-Nord, tout ça. Donc, ça veut dire que vous avez fait la connaissance des gens, vous avez vécu avec les gens de toute nationalité, quoi. Oui. Je ne sais pas si j'ai rencontré des gens de partout sur la planète, mais j'ai très certainement rencontré des gens de tous les continents, ça sans aucune interrogation. Mais j'ai beaucoup aimé rencontrer des gens qui avaient la même origine, mais de cultures différentes. Donc, j'ai rencontré des Mexicains, mon pays d'origine, qui venaient de la capitale, mais d'autres qui venaient des régions plus éloignées. Et on constate qu'il y a des différences même parmi les Mexicains. La même chose avec les gens des États-Unis, les gens d'Haïti, les gens du Nicaragua. Plus largement, j'ai eu la chance de voyager aussi en Europe, donc on a rencontré des Belges, autant des francophones que des Flamands. Je suis allé en Suisse, j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt franco, d'autres qui étaient italiens, d'autres qui étaient allemands. Donc, c'est un autre pays avec plusieurs cultures qui se côtoient. Et je remarque que le Canada, le Québec a vraiment la chance d'avoir énormément de cultures qui se touchent, qui échangent, qui se tissent ensemble. Et on a une société très intéressante qui est émergée dans le quartier Saint-Michel, qui a de l'héritage d'un peu partout sur la planète. Et c'est dans ce bouillon-là que j'ai grandi. Alors, je pense que je suis quand même un citoyen qui connaît énormément de choses sur les différentes cultures et j'apprécie ça. Oui. Eh bien, c'est ce que je suis en train de penser au moment que vous parliez. Je suis en train de me dire, j'ai tendance à observer, puisque moi,
ça fait une quarantaine d'années et plus que je vis. C'est comme si je suis né au Québec et au Canada, pas même au Québec, parce que j'ai fait quelques provinces. Et de vous voir parler, je suis en train d'observer souvent lorsque les Canadiens et ou les Québécois précisément s'en vont dans les pays extérieurs comme l'Europe, en Europe, notamment France, Belgique, etc., la Suisse. Quand ils reviennent, lorsqu'ils sont des leaders, ils ont tendance à pouvoir appliquer ce qu'ils ont vu ailleurs. Et quelles sont vos lectures de ces pays-là et que vous voyez que ça manque ici au Québec, que voilà, vous allez installer des choses comme ça. Parce que là, mesdames et messieurs, il faut dire que notre cher invité, n'est-ce pas, est candidat comme maire de Saint-Michel. De l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension. On va parler de tout cela. Alors, je pose la question. Je pense qu'effectivement, c'est le fun de voir comment on est capable de ramener des choses d'ailleurs vers chez nous. Quand j'ai été choisi par le Conseil jeunesse de Montréal pour aller représenter le Montréal à Liège. À Liège. À Liège, en Belgique. C'était vraiment un échange dans lequel nous allions montrer comment on avait mis en place un conseil jeunesse. Alors, on a eu ce regard-là de l'autre façon. Qu'est-ce que nous, les Montréalais, pouvons offrir au monde? Et je pense que avant d'aller chercher des choses pour appliquer chez nous, il faut se demander aussi qu'est-ce qu'on est capable d'offrir aux autres. C'est un échange. Hein? Quand on voyage, si on est humble, on sait qu'on a à apprendre autant qu'on a à donner. Ah oui, c'est comme le baseball. On donne et on reçoit. On donne et on reçoit. Il faut exceller dans les deux. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de choses que j'ai trouvées très intéressantes. Quand je suis allé en Belgique, c'était dans le cadre de mon expérience en tant que travailleur de rue. Donc, on est allé voir les lieux où les personnes en situation d'itinérance vivaient. On a vu le quartier où est-ce que la prostitution a été légalisée en Belgique. On a vu des choses qui nous ont quand même des fois un peu froissés. Mais quand on laisse les choses redescendre, on apprend quels sont les bienfaits de certaines de ces mesures-là. Je ne suis pas en train de dire qu'on veut avoir un red light dans Saint-Michel. Je me souviens qu'à une certaine époque, il y avait un candidat qui voulait avoir ce genre de choses. Ce n'est pas ce qu'on a de besoin, je pense. Mais de voir comment on est capable de bien intégrer des maisons pour des chambreurs, des populations qui sont vulnérables, de ne pas trop les concentrer dans un secteur, d'être capable de dire, bon, bien, il y a une certaine acceptabilité sociale qui est possible si on ne vient pas faire une surconcentration de ces populations qui vivent des vulnérabilités. On veut les aider, mais on ne veut pas non plus détruire la vie paisible qu'on essaie de construire dans des quartiers comme Saint-Michel, Villeray, Parc Extension. C'est quand même très fragile ce qu'on est capable de mettre en place. Il faut savoir que dans le quartier Saint-Michel, il y a 50 % de la population qui change à tous les 5 ans. Alors, c'est vraiment l'autre 50 % qui décide de rester. Il faut répondre à leurs attentes. Il faut être capable de leur proposer des choses qui sont valorisantes. Alors, oui, on peut prendre certaines des idées qu'on a vues. Je vous ai nommé la Belgique, je vous ai nommé la Suisse. La Suisse, oui. La Suisse, qui ont des lieux d'injection supervisés, qui sont très, très, très évolués, qui ont aussi là, des centres de réhabilitation pour les populations fragiles, mais aussi pour les gens qui ont beaucoup plus de moyens. Il y a beaucoup de gens là, d'Hollywood qui vont faire des camps pour se libérer de leurs addictions en Suisse. Alors, est-ce qu'on est capable d'avoir ce genre de service-là qui serait développé ici? J'aime croire que oui. Je crois que le Québec est capable de recevoir ces populations, ces clientèles-là. Et je pense qu'on a l'expertise pour que des choses comme celle-là puissent tranquillement, pas vite, émerger. Est-ce que ça doit être l'État qui doit le mettre en place ou est-ce que l'État a plutôt la responsabilité d'ouvrir pour que des entrepreneurs se lancent dans ce genre d'activité? Moi, j'aimerais bien qu'on ait cette discussion-là. Il faut que collectivement, on fasse un choix et que les leaders politiques appliquent ce choix-là et ouvrent les portes pour que, si c'est l'État qui doit le faire, on le fasse de cette façon-là, mais si c'est plutôt dans le monde du privé, on ait la capacité et l'agilité de s'adapter pour que la législation change en ce sens. J'ai une question. En fait, c'est très bien développé parce que ça répond un petit peu à
à mon attente de savoir exactement qu'est-ce qui se fait de votre côté, qu'est-ce qui va se faire aussi, de voir, par exemple, ce qui se passe. Je vais vous poser cette question après, mais d'abord de savoir géographiquement, la cartographie de préférence de Saint-Michel, pour savoir exactement, ça va être pour le bénéfice des téléspectateurs, de savoir exactement quand ils vont voter, à quel endroit ils sont capables de voter. Je ne sais pas si au moment où est-ce qu'on va avoir... Comme les quartiers, les régions, c'est ça. J'allais vous dire, là, présentement, on suit la situation de près parce que, normalement, tout ça arrive par la poste. Hein? Par la poste, okay. Et il y a eu une grève dans les dernières semaines qui fait que ces informations-là arrivent au compte-gouttes. Alors, ce que les gens de Élections Montréal nous disent, c'est qu'il faut aller sur le site Internet, aller vérifier quel est le point de votation le plus près. Mais on est en train de faire des grosses pressions pour que le petit document qui nous donne toute l'information arrive à la maison. Et sur ce document-là, vous allez de 1, pouvoir vérifier si vous êtes sur la liste électorale, de 2, aller faire un ajustement si vous n'êtes pas présent, et de 3, vous allez pouvoir vérifier où vous êtes supposé aller voter. Donc, exemple, ceux qui habitent du côté Pineuf des Grandes Prairies, souvent on allait voter à l'école Bienville. Si on est un petit peu plus dans le sud, c'est souvent l'école Saint-Noël-Chabanel. Dans le quartier plutôt Jarry, Saint-Michel, ça va être à l'école Saint-Barthélemy. Donc, c'est beaucoup dans les écoles. Il faut aller voir sur le site Internet ou attendre le document qui devrait arriver bientôt. On a demandé plusieurs fois au directeur général des élections de mettre un peu de pression pour que Post Canada fasse ce qu'il faut. Mais c'est vraiment eux qui ont la responsabilité de publiciser où sont les lieux de vote. Quand on va faire notre porte-à-porte, nous, on va aussi vous donner cette information-là qui va être confirmée dans les prochains jours. La population de Saint-Michel est estimée à combien, par exemple? La dernière fois que j'ai regardé, on parlait de 154 000 personnes qui pouvaient voter. Donc, tout arrondissement qui a plus de 100 000 personnes, normalement, ils sont dans une catégorie à part. C'est le cas de Villeray-Saint-Michel par extension. C'est la raison pour laquelle j'avais besoin de 200 signatures pour m'appuyer, pour que je puisse déposer ma candidature. C'est aussi pourquoi on a 4 conseillers de ville et non pas des conseillers d'arrondissement dans notre quartier, comme il y a, exemple, à Montréal-Nord ou à Rivière-des-Prairies. Nous, on a vraiment un quartier très populeux où est-ce que il y a énormément de langues qui sont parlées. Si vous savez, si vous connaissez Parc Extension, vous savez qu'il y a énormément de gens dans ce quartier-là, qu'il y a plusieurs centaines de langues qui sont parlées. Donc, on a quand même une situation qui est bien particulière. Et à cause de ça, on a un statut un peu différent que d'autres arrondissements. Je vais vous poser cette question-là qui me semble importante aussi. Mais nous allons faire juste une légère pause pour étancher notre soif et puis nous allons revenir. C'est le côté, comme je dis, des personnes qui sont dans des situations d'itinérance. Ça m'intéresse de le savoir parce que j'ai fait le tour un petit peu de certains endroits. Je ne parle pas seulement de Saint-Michel, mais je parle d'autres endroits et beaucoup plus éloignés de Saint-Michel, d'autres quartiers, et de voir qu'il y a beaucoup d'itinérants. Donc on va revenir là-dessus et donc nous faisons la pause et nous allons revenir. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Monsieur Eric Allen Jr. Donc faisons une pause et à tout à l'heure. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la ville, où il fallait que nous soyons, où il fallait que nous passions, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où qu'il y ait de meilleurs temps, il faut toujours quelques perdants.
la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Et nous serons mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront les beaux jours. Et nous serons mon frère. Voilà, nous revenons avec notre cher invité, M. Éric Allen Jr., donc, que nous recevons, qui fait partie de Action Montréal. Le parti pour lequel je me présente, c'est vraiment Action Montréal. C'est un parti que j'ai participé à créer en 2020. Ah, c'est toi qui as créé. Ah bon, ça c'est intéressant de le savoir. Oui, je suis un des fondateurs. En fait, c'est moi qui avais réservé le nom du parti. Puis, on a fait le dépôt pour que le chef actuel, M. Gilbert Thibodeau, devienne le chef, avec moi-même, comme étant un des fondateurs, et Mme Marie-Carmel Michel. Michel, d'accord. À la première partie, ce que je disais, c'est que c'est incroyable. Vous parliez, par exemple, des itinérants. Et ça, vraiment, ça m'a touché vraiment l'esprit, parce qu'en vadrouillant un petit peu à Montréal, je regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a beaucoup d'itinérants, on voit à travers les tentes, un peu partout. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, première des choses, si on est dans le domaine, on va parler de personnes avec une situation d'itinérance, parce qu'on aime croire que cette situation-là va changer. Jour 1, on devient une personne malheureusement sans domicile, parce que parfois on est éjecté à la rue à cause des rénovictions, à cause des difficultés financières. Vous savez qu'il y a plusieurs domaines où est-ce qu'on a fait des mises à pied massives. Donc, les gens, en moyenne, ils ont très peu d'argent pour pallier à une situation d'urgence. Alors, après très peu de temps, on se retrouve avec plus aucune épargne et on se retrouve dans une situation d'itinérance. Donc, quand ça arrive, et c'est arrivé beaucoup depuis la pandémie, les gens se retrouvent à la rue. Anciennement, beaucoup de gens étaient surtout dans le centre-ville. C'est là où est-ce qu'il y avait énormément d'activités économiques et si on voulait recevoir un peu là, si on voulait qu'il y ait de l'argent, il fallait aller dans les secteurs où est-ce qu'il y avait beaucoup de travailleurs. Donc, pendant la pandémie, ces gens-là ont arrêté d'aller au centre-ville. Donc, les personnes en situation d'itinérance se sont déplacés et ils se sont déplacés dans le quartier Saint-Michel, entre autres. Si vous vous souvenez, il y avait des gens jusqu'à Saint-Michel-Crémazie, puis Neuf-Crémazie. C'est nouveau. On n'avait jamais vu des gens en situation d'itinérance à ces quartiers-là, à ces coins de rue-là. On n'avait jamais vu des gens venir demander de l'argent à une population aussi défavorisée que la nôtre. Qui demandent partout. Ils demandent partout à travers Montréal. Et ils rentrent dans les commerces et ils sont agressifs aussi parfois. Pas tout le monde, mais je suis allé faire un peu de présence sur la rue Saint-Hubert et les commerçants nous disent c'est vraiment très problématique. Maintenant, il y a beaucoup de personnes seules où est-ce que la situation familiale a changé à cause des décès, à cause une des deux personnes a dû aller retourner sur le marché de l'emploi pour recevoir des sous parce que le commerce n'est plus assez. Donc, on a des personnes qui sont seules et qui se font agresser, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, qui se font vraiment mettre dans un coin par des personnes en situation d'itinérance et qui exigent à toute fin pratique des sous. Alors ça a beaucoup changé la dynamique. Habituellement, les gens qui étaient dans leur voiture, tu disais non, puis ils continuaient leur chemin. Donc, il y a eu une évolution du comportement des personnes en situation d'itinérance. Une évolution négative, je pourrais dire. Absolument. Je ne peux pas utiliser un autre mot que négatif parce que c'est vraiment rendu beaucoup plus difficile et ces gens-là sont beaucoup plus
vulnérables qu'ils l'ont toujours été. Donc, peut-être qu'ils ont été habitués aussi, à une certaine époque, vous vous souviendrez, il y avait de l'argent qui était donné par le gouvernement. Donc, les gens sont devenus dépendants des montants d'argent que le gouvernement leur a envoyés. Et quand ces mesures-là sont arrivées à leur fin, eh bien, il y a plusieurs personnes qui se sont complètement désorganisées. Donc, on les retrouve dans le quartier Saint-Michel, on les retrouve dans le quartier Villeray. Ils créent des problématiques qu'on n'est pas habitué de voir dans ces quartiers-là. Oui, justement. Et en tant que tel, comme candidat, est-ce que vous êtes, bien avant d'être candidat, est-ce que vous avez fait le parcours pour les approcher? Parce que même à marcher, je regarde, je les vois parfois, ils sont complètement inassouvis, ils sont malheureux et ils ont des... Je ne sais pas. Mais vous savez, beaucoup de personnes qui vivent dans la rue, pour calmer un peu la douleur, ils vont se lancer dans toutes sortes d'addictions. C'est triste, mais c'est la réalité, que ce soit de l'alcool, de la drogue, c'est un problème réel. Donc, même quand on essaie de leur proposer des solutions, certains d'entre eux, ils sont complètement désengagés de la société. Ces populations-là, on voudrait bien les aider, mais ça coûte très cher pour arriver à des résultats pas très élevés. Quand on dit on voudrait les aider, est-ce que c'est la municipalité, les municipalités, parce que ça s'étend comme de la rivière, hein, ça circule partout. Donc la question c'est de savoir, quand on dit on, est-ce que c'est seulement les municipalités ou bien, par exemple, les gouvernements tels que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, par exemple? Bien, moi, je pense que ce sont vraiment les organismes communautaires qui sont les premiers répondants de ces gens-là. Alors, quand je dis on veut les aider, c'est souvent les organismes communautaires, que je perçois qu'ils veulent les aider. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'autres options que de se retourner vers la municipalité ou bien le gouvernement provincial, fédéral pour demander des sous afin de mettre en place des programmes. Plusieurs des paliers gouvernementaux sont sensibles à cette réalité-là et ils vont financer, donc par la bande, ils vont aider. Tantôt, je vous parlais qu'il y a des populations... L'aide, ils vont aider, mais de voir ça comme ça, là, je trouve que l'aide, selon moi, n'est pas suffisante. Bien, c'est pour ça que je trouve que c'est important de bien comprendre la réalité des gens en situation d'itinérance. Il y a une partie de la population qui est vraiment entre deux jobs, qui sont entre deux moments où est-ce que ça va pas, où est-ce que ça allait bien, là, ça va pas bien, puis dans pas longtemps, ça va aller bien à nouveau. Je pense que c'est là que le gouvernement et la municipalité ont un rôle à jouer. Monsieur Junior, Alain Junior, nous parlions de l'itinérance, j'insiste beaucoup, c'est pas de ma faute, j'insiste parce que ça me fait pitié de voir les choses là. De voir que ça commence comme ça commence dans les secteurs de Notre-Dame, dans les secteurs de Saint-Michel. J'ai comme l'impression que la vague va continuer. Ça va croître davantage. C'est pourquoi ça me fait pitié. Pitié parce que je regarde l'hiver, elle est rude. Hein? Oui. La saison hivernale est rude. Et de se poser la question, ces gens dans cette tente qui n'ont pas de chauffage, comment ils supportent cette froidure, hein? Alors c'est pour cela que je reviens là-dessus, de savoir exactement. Et je vois aussi, par exemple, que même les policiers, ils ne sont pas tellement gentils avec les itinérants. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Bon, là, vous posez plusieurs questions. Je vais commencer par répondre à la question sur les policiers. Je pense que c'est important qu'on ait confiance dans les forces de l'ordre. Et pour arriver à ce résultat-là, le Parti Action Montréal propose une mesure très, très simple qui est demandée par tout le monde depuis très longtemps, c'est de mettre des caméras corporelles sur les policiers afin qu'on puisse réviser quand une interaction elle est faite dans les règles de l'art ou est-ce qu'un policier a fait du zèle ou qu'il a carrément brisé son code de déontologie. De nombreuses personnes nous le demandent à travers toutes les échiquiers politiques, que ce soit parce qu'on est des groupes de revendication très, très de gauche qui réclament de pouvoir faire des manifestations, puis parfois on n'a pas l'impression d'être bien servi, autant que les groupes qui sont plus pour l'ordre et qui veulent s'assurer que quand une interaction est faite, on protège nos policiers. Entre parenthèses, je peux dire que j'observe aux États-Unis
les policiers qui ont eu des caméras, mais ça ne semble rien donner. Ils sont capables de pouvoir tricher, je ne sais pas, quand ils vont voir les gens. Je pense qu'avant de dire que cette mesure-là ne fonctionne pas, faut aller regarder les chiffres. Je pense qu'il y a eu une baisse quand même significative du nombre de plaintes en déontologie depuis que les caméras sont présentes. Donc, c'est pour ça que notre parti, on veut vraiment voir cette mesure-là présente. Notre candidate de Montréal-Nord en a fait son cheval de bataille. Notre chef, M. Gilbert Thibodeau, l'a promis à de maintes reprises. On veut ça. Que ce soit autant pour les organismes communautaires qui font de la défense de droits, des personnes itinérantes, des personnes vulnérables, ou du côté du syndicat de la police, eux aussi considèrent que c'est une façon de se protéger. Alors, je ne vois pas de raison de ne pas la mettre en place. La seule raison, c'est que ça coûte cher, mais c'est une mesure nécessaire pour protéger le public, aussi largement que ce soit les populations qui veulent faire des manifestations, que ce soit les policiers qui veulent pouvoir faire leur travail de façon honnête. Parce que, oui, il y aura toujours des policiers problématiques, mais comment qu'on fait pour démarquer, pour découvrir qui est un bon policier d'un mauvais policier, à part une mesure comme la caméra personnelle? Je ne vois pas de solution miracle. C'est sûr qu'on pourrait espérer qu'on ait juste des policiers parfaits. Je pense que le commandant de police a la responsabilité d'engager les meilleurs éléments. Mais une mesure extérieure qu'on peut mettre en place, c'est vraiment la caméra corporelle. On a fait des négociations pour qu'on ait cette mesure-là qui soit le moins coûteuse possible. Et puis, je pense que ça va être ça, la ligne de démarcation que Action Montréal va défendre, c'est qu'on veut cette mesure-là et on veut qu'elle ne nous coûte pas trop cher. Parce qu'on a vu beaucoup de programmes qui, finalement, c'était de donner à des amis du parti et puis que ça coûte une fortune. Action Montréal ne fera pas ça. On va donner ça à contrat à une compagnie qui va nous faire ça pour le moins cher possible. Et on va s'assurer de préserver ces informations-là le plus longtemps possible. Donc, on parlait de plusieurs années aux dernières discussions, mais ça sera à négocier avec le syndicat. Là, je vous ai répondu au niveau des policiers. Des policiers, oui. Maintenant, l'itinérance, les personnes en situation d'itinérance, il y en a de plus en plus. Est-ce que ça va contaminer les autres régions du Québec? J'ai des amis présentement qui sont en train de se présenter à Trois-Rivières, à Québec, un peu partout à travers toute la belle province du Québec, et il y a des problèmes d'itinérance partout. Okay? Ce n'est pas exclusif à Montréal, ce n'est pas exclusif au quartier Saint-Michel, mais on en voit plus qu'on n'en a jamais vu. Alors, est-ce qu'on est capable de mettre en place un plan d'urgence pour répondre à la situation actuelle? On pense que oui. Plan d'urgence, je suis en train de viser peut-être, c'est le facteur économique qui provoque toute cette itinérance. Oui, c'est la réalité économique. Et puis, en tant qu'administration municipale, on ne pourra pas complètement changer la situation économique sans un appui majeur du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral. Donc, on prend une partie du problème qui nous appartient. On va essayer de voir comment on peut l'adresser. Nous, on aimerait avoir une grande discussion avec tous les acteurs de la vie associative qui se penchent ensemble sur cette problématique-là. Donc, autant les boîtes en travail de rue que les sites d'hébergement, que les églises. On pense que tous ces gens-là ont eu ce problème-là à cœur et veulent agir. Donc, on va s'asseoir pour qu'on puisse, dans un premier temps, en urgence, donner un endroit à tout le monde et puis travailler sur des solutions qui pourront réinsérer les populations que je vous ai nommées tantôt, qui sont des gens qui sont dans une situation d'itinérance de façon temporaire. Je reviens beaucoup avec ça parce que c'est vraiment une population qu'on peut aider rapidement, facilement et à un coût raisonnable. Si on laisse ces populations-là dans le problème, ça va devenir de plus en plus complexe. Ça va s'étendre davantage. Et ça va coûter de plus en plus cher au moment où est-ce qu'on voudra adresser ce problème-là. Alors, on a une priorité tout de suite, c'est de venir répondre à une population itinérante grandissante avec un plan rapide d'urgence parce qu'on met en contribution tous ceux qui ont cette problématique-là à cœur. Et puis, parce que c'est collectif, mais c'est un peu cas par cas. Les itinérants, là, c'est cas par cas. Parce que chacun a un problème qu'il apporte pour tomber dans l'itinérance. Oui, il y a plusieurs personnes qui n'ont absolument aucun problème de consommation, que c'est juste j'aidais ma mère
Et puis tout d'un coup, quand elle est décédée, ben, le logement ne m'appartenait plus. Alors j'ai été mis à la rue. Je ne savais pas comment m'organiser. Ce genre de chemin de vie-là, on doit aider le plus possible des aidants naturels qui ont eu une problématique qui est arrivée dans leur vie. Il faut absolument que ces gens-là, qui sont vraiment une aide pour notre société, qu'on leur donne, nous aussi, en retour, cette aide qu'ils méritent. Okay? Par contre, quand on parle des personnes en situation d'itinérance qui sont dans cette situation-là depuis 20, 30 ans, moi, j'ai plus de difficultés à donner des larges sommes à des organismes communautaires qui ont cette mission-là. On va en donner. On ne va pas laisser personne complètement abandonné, mais là, ce qu'il faut concentrer notre énergie pour le moment, c'est vraiment avec les populations qui viennent de tomber dans cette situation-là de façon... Ça fait pas longtemps. Okay? C'est à ce niveau-là qu'on doit vraiment mettre notre énergie le plus vite possible. Je vous interromps un peu, je suis en train de penser à ça. Hein. De ce que vous dites, c'est important, mais quand même, je suis en train de penser... J'ajoute mon grain de sel en ce sens. Je sais que, par exemple, on fait des abris pour eux pendant l'hiver. On les déloge de là où ils sont pour les amener à aller se chauffer pour ne pas mourir de froid. Mais est-ce que c'est grandissant, par exemple, l'aide qu'on offre en ce sens? Est-ce qu'il y a beaucoup de maisons parce que la quantité énorme que je vois, ça ne fait pas longtemps que j'ai pu voir ça. La quantité énorme que je vois, je dis, waouh, c'est envahissant. Est-ce que finalement, l'État québécois, est-ce que l'État voit tout cela pour pouvoir essayer de prendre tous ces gens en main pour les chauffer? Bien, moi, je me présente pour devenir maire de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Ouais. Et dans notre arrondissement, c'est un problème grandissant. J'ai regardé les chiffres, j'ai vu les mesures qu'on est en train de mettre en place. Et on est en augmentation dans les montants d'argent, les infrastructures qu'on offre à ces populations-là. Alors, j'ai l'impression que, là, vous m'avez parlé de la rue Notre-Dame. Il y a une magnifique équipe à Hochelaga qui est en train de se préparer, qui se présente et qui sont allés d'ailleurs visiter le campement qui est sur la rue Notre-Dame pour essayer de comprendre cette population-là. Parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, il y en a qui sont là de façon... Ça fait pas longtemps. Alors, on essaie de faire un diagnostic de quelle est la réalité des personnes en situation d'itinérance, lesquels d'entre eux sont là depuis 10, 15 ans, et quand on leur dit « Est-ce que vous voulez avoir un lieu? » Ils nous disent non. Okay? Ça, c'est une réalité. Nous allons faire une pause, parce que le temps de la pause est arrivé. Nous allons revenir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, nous recevons M. Allen Junior. À tout à l'heure. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre.
à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons nos mauvais jours, dans la haine et dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. La sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Nous avons assez parlé des itinérants, donc il va falloir parler, parce que c'est sur les élections, il y a d'autres sujets, parce qu'il y a la population de Saint-Michel en tant que telle, les Saint-Michellois. Donc je pense qu'on doit parler des préoccupations, des projets pour ces gens-là. Je vois par exemple, on est envahi par des pistes cyclables, des trucs comme ça, des rues qui étaient vraiment des artères fluides pour les voitures. Donc je pense que les chauffeurs de taxi se plaignent. Je pense que c'est vraiment rendu quelque chose de majeur. Historiquement, je pense que les gens étaient très, très ouverts à changer leur méthode de déplacement. Le vélo est devenu quelque chose de très intéressant. Et puis, beaucoup de personnes ont changé leurs habitudes de vie. Maintenant, ceci étant dit, on a complètement transformé le quartier Saint-Michel contre son gré. Et c'est là où est-ce que moi j'ai de la difficulté. Pas seulement le quartier Saint-Michel, Non. mais un peu partout, là, on Un voit peu partout, que par ça extension, ne c'est la marche même pas. chose. C'est vraiment quelque chose qui a été imposé à la population, malgré que la population ne l'a pas demandé. Les Ouais. gens ont voté pour... Les commerçants se plaignent, Oh my God. les chauffeurs de taxi se plaignent, tout le monde se plaint. Tout le monde. Alors, Action Montréal, on va mettre un stop sur continuer à développer le réseau cyclable, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas fait un diagnostic de toutes les pistes cyclables qui sont sur le terrain, pour s'assurer qu'elles ne sont pas problématiques, de 1, pour les commerçants, de 2, pour les populations, de 3, pour la sécurité. OK? Donc, il y a plusieurs pistes cyclables qui sont présentement à des endroits où est-ce que des commerces avaient l'habitude d'avoir de la livraison, avaient l'habitude d'avoir les clients qui viennent se stationner, et on n'a pas donné le temps aux commerçants d'aménager des nouveaux endroits pour que les visiteurs viennent. Et par conséquent, ils quittent leur milieu, hein, clients ne ils restent pas, ferment non, les c'est ça, boutiques. Quoi. les clients ne restent, ils tournent en rond 2, 3, 4 fois, ils ne trouvent pas de stationnement, ils s'en vont, ils appellent les commerçants et leur disent « Excuse-moi, je n'ai pas trouvé de stationnement, je vais aller ailleurs. Et les commerçants nous le disent, sur la rue Saint-Hubert, sur la rue Saint-Michel, Oui, sur parce la rue que Pineuf. même expérience personnelle, on a du mal à pouvoir trouver un stationnement. Non, c'est rendu Parce que impossible. normalement, on se met quelque part, mais la municipalité doit faire de l'argent, évidemment. Oui, on l'entend. Mais on comprend très bien, tout est zoné, on ne peut pas vraiment trouver de stationnement. Et automatiquement, qu'on quitte quelque part, tiens, enfin, c'est un billet de Oui, contravention. oui. Là, il y a beaucoup de gens qui me parlent des billets, des étiquettes de stationnement qu'on attrape et que les frais ont explosé. Donc, il faut absolument redonner du stationnement aux gens. Il faut que les zones où est-ce qu'on a décidé de mettre des parcomètres, on mette les parcomètres à des prix raisonnables parce que les gens, ça leur coûte une fortune. On a envoyé ça au privé. Eux autres, ils ont fait exploser les prix. Donc, à Action Montréal, on va normaliser
tous les parcomètres, c'est maximum 2 $ de l'heure. Il faut savoir que dans le centre-ville, il y a des endroits où est-ce que c'est 4 $. Ça n'a pas de bon sens. On va vraiment mettre un maximum. Les vignettes de stationnement, parce que si peut-être votre rue c'est rendu très, très compliqué, vous stationnez, il y a des endroits où est-ce que c'est rendu 250 $ par année pour avoir une vignette. Si vous voulez une deuxième, c'est 660 $. Nous, on va mettre 75 $ maximum pour une vignette de stationnement. La lecture aussi des panneaux de signalisation, c'est vraiment à interpréter. On ne sait pas comment. On dirait qu'il va falloir une application d'intelligence artificielle qui va être capable de nous dire si on peut ou pas. Blague à part, oui, il faut rendre tout ça le plus simple possible. Il faut que ça soit facile pour monsieur, madame, tout le monde. On a une population vieillissante qui se pose beaucoup de questions sur est-ce que j'ai le droit ou pas de me stationner. Il faut arrêter d'essayer de tendre des pièges à la population et vraiment être dans une relation où est-ce qu'on est là pour rendre un service. On est une administration municipale de service. On n'est pas un gouvernement qui vient diriger puis dicter comment que les gens doivent se comporter. On est là pour offrir des services. C'est ce qu'on souhaite faire à Action Montréal. C'est ce qu'on va faire à Action Montréal. C'est ce que j'aimerais faire pour Villeray-Saint-Michel par extension. Parce que là, avec les gouvernements actuels, donc c'est comme si on tombe dans l'autocratie. Donc, c'est ma façon de voir les choses. Là. Vous avez des mots intéressants, des expressions que je vais sûrement adopter dans le public quand je vais aller faire mon porte-à-porte. Mais vous touchez des choses très intéressantes. On a besoin d'avoir à nouveau des voies circulables. Il y a eu un plan d'apaisement de la circulation où est-ce qu'on a décidé de rendre la vie automobile excessivement difficile. Vous m'avez parlé des chauffeurs de taxi qui passent la majorité de leur temps sur les routes montréalaises. Ils sont épuisés, ils se plaignent. Il y a des nids de poules partout. Il y a des chantiers qui apparaissent puis qui disparaissent sans qu'on sache pourquoi, qu'est-ce qui a changé. Il y a des changements de direction de rue ou des rues qui étaient à double sens qui deviennent à sens unique afin d'y poser des pistes cyclables. Justement, ça fait tout un détour pour pouvoir... Il y a des gens qui avaient l'habitude d'aller à un endroit, ça leur prenait 2 minutes. 2 minutes et puis et là, finalement... tout d'un coup, on est devant des situations où est-ce que ça prend 15 minutes. Imaginez la réalité d'une personne. Mais, cependant, songe à ce que vous dites, M. Allen, c'est de savoir exactement si vous êtes élu, est-ce que vous serez capable de pouvoir corriger tout cela, parce qu'ils ont implanté ces choses-là. C'est des constructions, c'est des réflexions. Vous savez, il y a une ville là, présentement là, qui est devant les tribunaux afin de demander à enlever les pistes cyclables qui sont problématiques. Moi, j'ai le goût de vous dire, la première des choses, c'est d'élire une équipe qui va mettre un frein à ça. Okay? Oui, il y a certains axes cyclables qui sont très utiles, puis qu'on va probablement garder sur du très, très, très long terme, puis qu'on va continuer de les sécuriser. Mais il faut être conscient que certains quartiers sont enclavés et que si on décide de leur imposer des pistes cyclables, le transport automobile devient complètement chaotique et cacophonique. Et c'est des populations qui sont souvent obligées d'avoir 2 travails pour arriver à payer le loyer, pour être capable d'envoyer les enfants à l'école. Alors, c'est vraiment de la violence économique envers ces populations que de les obliger à adopter des moyens de transport qui ne sont pas du tout adaptés à leur réalité. Des familles nombreuses avec 6-7 enfants, comment voulez-vous qu'on dise à ces gens-là que vous devez maintenant utiliser un vélo comme si on avait un seul bébé à transporter en arrière? C'est pas réaliste. Il y a des gens qui veulent faire du sport. On veut essayer d'amener les jeunes à faire le plus de sport possible. À Action Montréal, on voudrait que ce soit la pierre angulaire du changement pour la jeunesse, qu'on les sorte des gangs de rue. S'ils sont obligés, si le parent est obligé de passer 1 heure pour faire un trajet qui pourrait en prendre 20 minutes pour aller porter les enfants aux activités sportives, on n'est pas du tout en train de rendre de l'aide à ces populations-là. Alors, il faut vraiment réaménager l'espace pour que ça soit fluide. Oui, on va continuer à offrir des services pour les gens qui ont envie de se promener en vélo. On sait que Bixi a gagné des prix à travers le monde. Il y a des choses magnifiques qu'on a été capable de partager avec le monde. En début d'émission, on parlait de tout ce qu'on a eu à offrir ailleurs, tout ce que les gens sont capables de nous proposer, qu'on peut mettre en place.
mais il faut quand même être conscient de notre réalité. On est dans une ville nordique, il y a plusieurs mois Voilà, d'hiver. c'est justement parce que la Suisse n'est pas, et le Québec n'est pas la Suisse, c'est pas vraiment la France, en quelque sorte. Donc, les routes ne sont pas de la même façon. C'est ça. Alors, il faut vraiment adapter nos routes à notre réalité. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est dans un monde où est-ce qu'il y a juste des journées ensoleillées. On a de la pluie, on a de la neige, et quand cette réalité-là empêche les gens de se promener avec la mobilité active, là, pour reprendre les mots que nos opposants utilisent, eh bien, on peut juste le faire quand il fait beau puis que la température est agréable. C'est pas ce qu'on souhaite. On veut être capable d'être agile, de s'adapter. Une journée il fait beau, on se promène en vélo. L'autre journée il fait pas beau, on prend la voiture. Puis l'autre journée, on est en transport en commun parce qu'on sait que c'est ça qui va être utile. Alors, il faut être capable de répondre à tous les besoins de la population et pas juste donner des services à une seule. Oui. Parce que la blague que les gens font, j'apporte cette blague-là. Les gens disent, ben finalement, piste cyclable ici, route ici pour celui-ci, pour celui-là. Donc, est-ce qu'on va un peu finalement implanter des piscines un peu aussi pour les gens là? Oui, on pourrait aller au travail à la nage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est sur une île, hein? On pourrait faire des voies maritimes pour les nageurs. Mais blague à part, oui, il y a des choses différentes qu'on peut développer. On est sur un endroit unique. C'est une île qui a énormément de potentiel si on veut faire des déplacements avec des bateaux. On n'est pas du tout fermé. On veut offrir des options à la population. Le quartier Saint-Michel est quand même pas sur le bord de l'eau, alors ces solutions-là, ce ne sera pas pour nous. Mais je pense que les Montréalais sont prêts à avoir ce genre d'options. Et si on est capable de les offrir, on a envie que les gens découvrent une ville agréable, une ville innovante, une ville qui veut faire les choses différemment. Et c'est ce que notre parti aimerait bien faire le 2 novembre. Ce que je vois aussi, c'est le côté que je n'ai pas touché encore, c'est surtout, par exemple, l'éclairage sur les rues en tant que tel. Je ne sais pas, il y a des secteurs qui ne sont pas nécessairement à Saint-Michel, ailleurs que je vois par exemple en passant, la luminosité est beaucoup plus restreinte. Oui. Donc, je me dis, est-ce que finalement, en matière d'électricité, on tient compte d'ajouter des lampadaires pour que la circulation soit beaucoup plus fluide? Je pense que oui, l'éclairage, c'est une partie de la réponse pour la fluidité automobile, mais en ce qui me concerne, pour moi, l'important au niveau de l'éclairage, c'est vraiment alentour des lieux de sport et loisirs. On veut que les jeunes se sentent sécures quand ils vont dans des endroits où est-ce qu'il y a du sport. On veut qu'ils soient bien quand ils vont jouer au soccer, quand ils vont jouer au basket. Alors, la priorité pour Eric Allen, c'est vraiment d'avoir de l'éclairage dans des lieux qui sont utilisés par la jeunesse. Après ça, si on est capable de venir sécuriser des axes où est-ce qu'il y a énormément de trafic, on va le faire aussi. Exemple, Jarry-Pineuf, Jarry-Saint-Michel, il y a énormément de trafic. Alors, c'est important que ça soit bien éclairé pour que des journées de pluie, des journées de grêle, on voit bien. Et de neige aussi, de grêle, mais de neige aussi, quand la visibilité est un peu réduite. Exact. Mais je pense que oui, il faut être conscient que la situation météorologique peut impacter sur notre capacité de bien conduire. Et si on est capable d'avoir une ville intelligente où est-ce que la quantité d'éclairage est équilibrée selon la température extérieure, bien, on est encore capable d'offrir une meilleure sécurité à notre population. Je pense que l'intelligence artificielle peut nous aider à aller dans cette direction-là. J'ai parlé de certaines mesures. On aimerait, par exemple, être capable d'accélérer le temps d'urgence entre une ambulance qui a besoin de venir chez vous grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est capable aussi d'ajuster l'éclairage grâce à cette même technologie? Je pense que oui. Montréal veut être un précurseur au niveau de l'intelligence artificielle. On peut y arriver et on doit être courageux et mettre en place des mesures un peu différentes. L'émission est presque quasiment terminée, donc côté projet, donc on va compléter. Et l'écran ici permet de savoir exactement ce que vous offrez. Bien, écoutez, il y a une mesure que je n'ai pas eu la chance de vraiment vous parler, c'est vraiment, je veux faire un incubateur d'entreprises en transformation agroalimentaire. On veut aider les jeunes à se lancer en entreprise, à changer leur destin, à mettre sur eux la confiance de est-ce que je vais être capable de bâtir une entreprise, bâtir une économie.
et on veut assister cette population-là dans leurs expériences. On va leur donner jusqu'à 1 an où est-ce qu'ils sont complètement couverts, autant l'espace que d'avoir de la formation et que d'avoir aussi beaucoup la capacité d'avoir des comptables qui viennent expliquer comment on peut faire un bon montage qui nous permet de réussir sur du moyen et long terme. On va mettre cette mesure-là principalement pour les 35 ans et moins, mais si c'est un succès, on va élargir le programme. Et là, je vous ai parlé que c'était dans le niveau de l'agroalimentaire, mais il y a des gens récemment qui me disaient « Éric, on peut faire la même chose dans ce qui est le recyclage et la réutilisation d'appareils informatiques. » Et on aimerait bien travailler avec les populations michelloises, Parc Extension, Villeray, afin d'offrir à notre jeunesse des chemins de développement économique. On va développer des artères où est-ce que ces commerces-là vont pouvoir exister et on va s'assurer de geler les taxes sur les nouveaux bâtiments, les nouvelles entreprises. Ça va nous permettre d'avoir un regain économique et peut-être, on en parlait tout à l'heure, de sortir certaines personnes de la rue et puis surtout d'amener de l'argent dans les poches des Michellois, des Michelloises, des gens de Villeray, des gens de Parc Extension. Et puis, après ça, vous aurez le loisir de choisir ce que vous voulez faire avec ces sous-là. Est-ce que vous voulez envoyer vos enfants à une école privée? Est-ce que vous voulez qu'ils fassent du sport? Est-ce que vous voulez faire des voyages avec la famille, découvrir le Canada, comme j'ai eu la chance de le faire? C'est à vous que revient cette responsabilité-là, ce choix-là. Et c'est ce qu'on s'en va faire avec Action Montréal. J'espère qu'on aura la chance de prouver nos désirs, de prouver nos engagements. Mais ça, c'est entre vos mains si vous décidez de voter pour nous le 2 novembre. Avant de terminer, c'est de savoir, par exemple, vous faites les porte-à-porte, est-ce que vous avez une bonne équipe et puis comment ça fonctionne? Comment ça va, porte-à-porte? J'aime beaucoup faire mon porte-à-porte. En fait, avec chacun de mes candidats, avec plusieurs de nos bénévoles, j'aime vraiment le rapport humain. C'est quelque chose que j'ai depuis toujours. C'est pourquoi... La réception des gens. Mais plus largement, même quand je rencontre des gens qui ont des idées opposées aux miennes, je prends toujours le temps de leur dire, exemple, quelle piste cyclable vous voulez absolument garder? Parce que nous, on n'est pas beaucoup pour développer l'axe cyclable, mais je veux quand même savoir, c'est lequel que vous utilisez le plus à la maison, lequel que je dois absolument garder. Je pense qu'on va être une administration qui va être à l'écoute de tout le monde, qui va offrir des solutions qui vont répondre aux besoins de tout le monde. Et je pense que ça nous permet d'avoir une réponse vraiment agréable quand je vais sur le terrain, d'avoir des gens qui disent « OK, on n'est peut-être pas de la même idée que toi, mais il y a plusieurs aspects sur lesquels on se rejoint. Alors, j'aimerais bien te donner ma confiance. Est-ce que tu peux adapter ci, adapter ça? » On ne peut pas tout changer notre programme. En fait, on ne va pas changer notre programme. Il est clair. On sait ce qu'on va faire, mais on va être à l'écoute. Et puis, si on est capable de répondre à certains de vos doléances, on va le faire. J'aimerais bien que le porte-à-porte, si tout le monde soit « oui, on veut absolument voter pour vous », mais la réalité, c'est que c'est la démocratie qui décide. On a des idées qui sont les nôtres, que ce n'est pas la même chose que les autres partis. Alors, c'est normal qu'on ne peut pas répondre aux attentes de tout le monde, mais la réponse, elle est excellente. Je pense que les gens savent que j'habite dans le quartier depuis de nombreuses années et quelqu'un qui vient d'un environnement comprend mieux les problématiques de cette population-là. Alors oui, on veut contribuer à avoir un meilleur environnement de vie, que ce soit sain, mais on veut surtout donner du développement économique à la population parce que les gens en ont bien besoin. Notre émission se termine. Merci d'être venu à notre studio ici, Monsieur Allen. Vous êtes un jeune candidat, donc je vous souhaite vraiment du succès. Bonne porte-à-porte, je pourrais dire. Alors, votez le 2 novembre. C'est important que vous votiez pour Action Montréal, non seulement pour les pistes cyclables qui ont été très problématiques, mais parce qu'on va relancer l'économie. On va aider les jeunes à sortir de la rue, à lâcher la drogue. On va nettoyer nos rues qui sont rendues pleines de rats, de souris, de vermine. Et on va surtout vous aider à avoir un logement abordable et à faire l'acquisition de ce logement. Merci. Encore une fois, merci. Donc, vous étiez vraiment au studio de la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à notre image, M. Franck Saint-Louis. Il y a pour recherchiste Mme Yannick Joseph. Et moi, je suis l'animateur de l'émission Rencontre. C'est Rencontre FM qui vous a reçu. Alors, nous disons bonjour aussi à Mme Solange Hélène.